Bon, est-ce que l'audio est ouvert comme ça que ceux qui sont en Zoom peuvent entendre? Je sais pas. Démarrer la vidéo. Voilà, c'est bon, Zoé. Et là... Ouais. Allez, super. Donc, ce que je vous disais, c'est que j'espère que tout se passe bien. Cette semaine, plusieurs objectifs. Les objectifs cette semaine ressemblent un peu en fait à ce que vous faites chaque semaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez avoir 2 cours. Et aujourd'hui, grande nouvelle, on finit presque, je dis bien, on finit presque l'anatomie. C'est-à-dire qu'on est, pour vous, le 22, le 25, excusez-moi, avril. À partir de maintenant, en anatomie, ça doit être presque que des révisions. Imaginez-vous, 25 avril, 25 mai, 25 juin. Après juin, on se repose un peu. Je fais une parenthèse aussi sur ça. Beaucoup d'étudiants, j'ai 2 types d'étudiants. Un étudiant qui me dit, moi, à partir du 25 juin, enfin, en tout cas, fin juin, date où moi, ici, on finit les cours en présentiel, etc., je me repose totalement. C'est le conseil que je vous donne. Mois de juillet, c'est pour moi un moment où vous allez vous reposer, vous allez vous remettre, vous détendre. C'est pour moi important cette période-là. Maintenant, à vous d'être aussi lucide, parce que quand vous allez arriver au mois de juillet et vous allez vous retrouver en train de rien faire et vous ennuyer, ça ne sera pas une interdiction de se mettre 2 heures par jour le matin. Ça ne va ni vous tuer, ni vous angoisser, ni rien du tout. Donc ça serait une réflexion, mais ça, c'est à discuter chacun individuellement. Je n'aurai pas un discours général sur ça, ce sera vraiment individuel. Mais là, vous avez 2 mois pour que cette anatomie-là, vous la révisiez, vous la révisez. Et si vous avez besoin d'explications, je donne juste une exemple. Je ne sais pas qui m'a posé une question. C'est pour ça que je vous ai envoyé une vidéo sur le groupe vendredi. On m'a posé une question en stéréochimie ou je ne me rappelle plus en chimie organique. N'hésitez pas à m'envoyer des questions. N'hésitez pas à me demander parce que les tuteurs, déjà ceux qui ont réussi, enfin ceux qui ont passé leur examen, ils sont libres à 100%. Et d'ailleurs, j'ai une fille qui va bientôt réussir, qui n'a pas encore eu ses résultats, que je vais faire intervenir, parce que moi, j'ai peur de rien. Et je sais que c'est une fille qui est exceptionnelle, qui va intervenir dans les semaines prochaines. Et ce que je veux vous dire, c'est qu'il y en a plein aujourd'hui qui sont hyper disponibles pour vous. Donc, n'hésitez pas, vous avez moins de questions, même en anatomie, en chimie, etc. Demandez-moi. Moi, soit je transfère, soit je vous donne le tuteur en question. Dans ce programme-là que je vais vous demander, que je vais vous donner cette semaine, je répète, vous allez réviser le cours que vous avez en chimie organique. Là aussi, la chimie organique, vous êtes censé, pour la plupart d'entre vous, l'avoir fini, terminé. Donc, ça doit être que pour vous des révisions. Et aujourd'hui, la séance de méthodo aujourd'hui en chimie organique, elle est fondamentale. Parce que la chimie organique ne se travaille que comme ça, qu'avec des QCM, qu'avec de la méthodologie. C'est fondamental. Donc, il n'y a pas une semaine où vous ne devez pas vous faire la chimie organique. Je répète, vous avez encore 2 mois là, de gros travail. Ces 2 mois, il n'y a pas une semaine où vous ne faites pas de chimie organique. La chimie organique, c'est hyper régulièrement que vous devez la faire, comme l'anatomie. Et puis après, donc cette semaine, vous allez bosser, vous allez revoir le cours sur système d'innervation que vous allez voir avec Tristan tout à l'heure. Donc là aussi, qui est capital. La semaine prochaine, dimanche prochain en Zoom, vous allez avoir cours avec M. Fernandez, le dernier cours d'une série de 4 cours qu'on a fait sur les probabilités. Et là aussi, en UE4, je crois qu'il restera 2 chapitres à faire. Et on aura tout fait en UE4. Et là, encore une fois, il y en a qui ne sont pas au même rythme que les autres. Je l'entends bien, ce n'est pas pour vous mettre la pression. Mais vous avez tous les éléments, en tout cas, pour les faire. Les cours en vidéo, les fiches, les QCM, vous avez tout. Donc, c'est-à-dire qu'à partir de la semaine prochaine, je vais pouvoir vous donner presque un concours blanc en mathématiques, parce que vous allez avoir presque fait la totalité des choses. Donc ça aussi, doit vous donner, encore une fois,
une sérénité et quelque chose qui doit au contraire vous donner beaucoup de force pour continuer dans ce sens-là. Pas plus que 2 heures par jour. Hein. On ne demande pas plus que 2 heures par jour. 1 heure par jour, pour moi, c'est super. Pour ceux qui ont un peu plus de temps, vous pouvez dépasser, mais pas plus que ça. Okay, et enfin, la semaine d'après, donc pas le 3 mai, le 7 mai, on reprendra donc les cours en présentiel, encore une semaine sur 2. OK? Est-ce que vous avez des questions dans l'organisation avant qu'on commence? C'est clair? Allez. Ça, c'est le programme. Ah, ouais, non, mais ça va, ça, je vais faire. Merci. Dernière chose. Toutes les semaines, je fais des réunions avec chacun d'entre vous. Donc, chaque semaine, entre midi et 2, il y a des gens d'entre vous qui viennent me voir pour faire soit un point, soit un moment où on est un peu en stagnation, mais un moment où on a besoin d'être remotivé. N'hésitez pas. Moi, je suis là à peu près tous les midis. Sur toute l'école reprend, donc je n'ai plus mes enfants à garder. Donc, je suis là vraiment tous les midis cette semaine. N'hésitez pas à venir me voir. Si vous avez besoin de faire un peu le point, n'hésitez pas. En chimie, où on a fait 40% du travail, les objectifs de la fin des 2 mois, c'est faire les glucides, les lipides et l'enzymologie. Donc, je répète, on va faire glucides, lipides et enzymologie jusqu'à fin juin. D'accord? Et là, on aura fait 70% du travail. C'est clair? Allez, courage, bon cours et à tout à l'heure. Merci. Du coup, salut à tous, moi c'est Chloé. Je vais vous faire un petit rappel de chimie orga parce qu'on m'a dit que vous avez normalement balayé toute la chimie orga. Donc là, en 1 heure, on ne peut pas tout revoir. Donc je vous ai pris des QCM importants et on va refaire des points dessus. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc la chimie orga, c'est vrai que c'est pas facile. Enfin, au début, quand on voit ça, ça fait beaucoup d'un coup. Mais comme l'a dit Dan, vraiment, si vous pouvez déjà maintenant, enfin, avant le début de votre passe, l'avoir toutes les semaines, c'est top. Et en passe, c'est tous les jours. Tous les jours, la chimie orga, 1 demi-heure, par exemple, le matin. Chaque famille, au début, ça va vous prendre 1 demi-heure pour faire une famille. Mais après, vous allez balayer plusieurs familles en 1 demi-heure. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Enfin, tout le monde conseille de faire ça parce que ça s'oublie très vite et c'est dur à retenir. Et pour autant, c'est des points, après, une fois qu'on connaît bien, c'est des points cadeaux parce qu'aux annales, c'est un peu toujours pareil. Donc voilà. Donc on va commencer tranquille avec les effets inductifs et mésomères. Donc à chaque fois on fait un QCM, vous voyez le QCM, après on fait la correction ensemble. Et si vous avez des questions, après j'explique les points importants. Donc par exemple, donc là, quelles sont les affirmations justes? A, l'effet mésomère est défini par la polarisation d'une liaison sigma résultant de l'existence d'une mésomérie dissymétrique. Pour vous, c'est vrai ou c'est faux? Pourquoi? Il y a une lésion plus. Exactement. Ensuite, l'effet inductif, c'est quoi qu'il y a une liaison sigma? L'effet inductif concerne les liaisons pi. Ok. L'effet inductif peut être à l'origine d'un effet mésomère. C'est l'inverse. Ok. Donc l'AD. C'est vrai. Ok. Et l'effet inductif concerne les liaisons sigma. Du coup, c'était vrai. Donc les deux, c'était vrai. Donc pour faire un point dessus, ça vraiment, c'est la base à connaître en stéréochimie, enfin en effet inductif mésomère, c'est ce qui tombe tout le temps. Tout le temps, vous avez une question sur ça. On peut se dire, ah, c'est bateau et tout, mais c'est des points cadeaux, donc prenez-les parce qu'après, UE1, c'est plus dur. Donc voilà. C'est bon ça, ou vous notez ou... Ouais, ceux qui notent. C'est bon? Ah, ils notent. Vas-y, je te vois noter. Ouais.
De toute façon, après, peut-être que Dan vous l'enverra le diapo. Ah bah alors. Ok. Ensuite, stéréochimie. Ouais, tu me tutoies par contre. Donc là, je vous ai mis direct une annale. Je sais pas si on voit hyper bien. Mais si on zoome que sur cette Ouais, ben, le REM, c'est qu'il y a. CHO. Ouais, non, mais s'il y a une barre au milieu. Bon, en vrai, c'est un C et un CHO. Le reste, vous le voyez. Ok. Donc, les molécules 1 et 2 sont des isomères. Alors déjà, c'est quoi un isomère? Même formule. Ok, même formule. Mais il y a plusieurs formules. Un mésomère, enfin, deux isomères, c'est parce qu'elles sont constituées de la même formule brute. Ça veut dire que quand on va compter, par exemple, ça c'est une formule brute. Donc, un mésomère, c'est quand les deux ont la même formule brute, mais pas forcément la même formule en 3D. Ok. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc, les molécules 1 et 2 sont des isomères. Donc, pour savoir quand on a une molécule comme ça en crame, pour savoir si c'est deux isomères, on fait comment? On compte quoi? Ouais, on compte le nombre d'atomes. Donc là, par exemple, là, il y a 1, 2, 3, 4 C. Donc, on écrit, par exemple, moi, ce que je faisais au début, c'est que j'écrivais C4 pour être sûr de moi. Ensuite, BR, il y en a un. Donc, C4, BR. Bon, l'ordre, là, on s'en fout, hein, c'est pour vous. O, il y en a 2. Et H, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, on est à ça. Donc, si la molécule 2 est isomère de l'autre, de la molécule 1, on est censé retrouver exactement pareil. Donc, en comptant, ça fait C1, 2, 3, 4. Donc, ne pas oublier les petits indices là, hein, parce que c'est bête. En allant vite au concours, vous allez vouloir juste compter les C, mais ne pas oublier ça, parce que sinon, c'est tellement faux. Donc là, on est bon. BR, il y en a un aussi. O, il y en a 2 dans COH. Et H, donc là, il y en a 1, 2, 3. Et là, il y en a. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, il y en a 5. Donc ça fait 7. Ouais, j'ai mis BR. Donc c'est exactement pareil. Donc les molécules 1 et 2, on peut dire qu'elles sont isomères. Donc ça, ok. Les molécules 2 et 3 sont des stéréoisomères. Alors c'est quoi stéréoisomère? Ouais, même formule plane, mais quoi? Disposition 3D différente. Pourquoi c'est en zoom là? Ah voilà. On va remettre comme ça. Donc même formule plane, ça veut dire qu'elles ont... on peut croire qu'elles sont pareilles, mais c'est vraiment que en 3D, donc en disposition comme ça, on va pouvoir savoir si elles sont différentes ou pas. Donc les molécules 2 et 3 sont des stéréoisomères. Comment on voit que non? Bah alors là, tout simple. C'est pas les mêmes molécules. Ouais, c'est pas les mêmes atomes. Ça, c'est une molécule, c'est pas les mêmes atomes. Donc ça, classique, là, vous voyez directement que c'est même pas des stéréoisomères parce qu'ils n'ont pas les mêmes atomes, donc c'est deux entités totalement différentes. Les molécules 3 et 4 sont des énantiomères. Qu'est-ce que c'est un énantiomère? C'est stéréoisomère, mais pas. Quoi? Ouais. Elles sont miroirs l'une de l'autre elles sont images l'une de l'autre dans un miroir plan, mais elles ne peuvent pas être superposées. L'exemple qu'on donne souvent, c'est les mains. Les mains, elles sont miroirs l'une de l'autre dans un miroir plan, mais si on les superpose comme ça, du coup, c'est pas les mêmes. Donc, rappelez-vous de ça. Donc, est-ce que les molécules 3 et 4 sont des énantiomères? Ça, normalement, vous savez, puisqu'on le fait en terminale, ça. Enfin, avant, je le faisais, je ne sais pas si vous le faites encore. Non. Mais là non plus, parce que c'est pas dans les atomes. Alors, regardez, d'abord pour savoir si c'est des énantiomères, il faut savoir si c'est un isomère. Si c'est des isomères, vous pouvez réfléchir à savoir si c'est des énantiomères. C'est pas des isomères. Pourquoi? Il y a deux. Ok, très bien. Donc là, c'est bon. Bon, de toute façon, après, on s'entraînera vraiment sur les énantiomères parce que c'est plus compliqué. Les molécules 4 et 5 sont des isomères. Donc là, pareil, il faut compter. Oui ou non? Là, c'est H2 et là, c'est C2. Oui? Pourquoi non?
Château, Hortensier. Pourquoi? Ah bon? Là, ils sont J'arrive pas. Ah, voilà. Où? Là, c'est un 5. Là aussi. Bah, réfléchissez parce qu'il faut savoir qu'un C fait 4 liaisons. Donc, et là, il y en a 2. Donc, il faut au minimum 5 H pour pouvoir faire 4 liaisons chacun. Là, il y en a 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ce sont bien des isomères. Donc, faites attention à ça parce qu'on peut croire que c'est facile en soi, mais on peut vite aller vite et du coup manquer un truc. Et 3 et 5 maintenant. Non, il n'y a pas le nombre de O. Ok, on est bon. Donc, quand c'est le O le problème ou quand c'est vraiment, par exemple, un BR, etc., c'est facile, vous voyez directement. Quand c'est les C ou les H, faites plus attention. Donc là, on est bon. Donc ça, on l'a vu. On a revu cette définition. Ces définitions, il faut les savoir par cœur, mais par cœur, parce que déjà, en QCM, on peut vous dire un énantiomère et ça, donc c'est plus rare. Mais quand on vous donne une question comme ça, comme je vous ai mis avant, bah, si vous ne savez pas ce que c'est, vous ne pouvez pas déterminer si c'est vrai ou pas. Donc vraiment, c'est définitions par cœur. Mais juste quand deux stéréoisomères, là, elles n'avaient pas la même forme de gauche. Si elles ont la même forme de gauche, comment on fait pour savoir si elles sont stéréoisomères? Ben, en fait, ça dépend de la configuration. Par exemple, dans un alcène, ça dépend de ce qu'il y a là. Par exemple, si là, il y a un H, enfin, imaginez un X, un Y, un Z et un W. Ça, c'est un alcène. Si un autre alcène, il a ça en haut et ça en bas, ben, par exemple, là, ça peut être des stéréoisomères. Parce que quand on les voit comme ça, ce n'est pas exactement les mêmes, mais la configuration fait en sorte que c'est quand même les mêmes. OK? C'est bon? OK. Maintenant, on va parler de la configuration spatiale R et S. Donc ça, au début, c'est vrai que ce n'est pas évident. Vous êtes chaud sur ça ou pas? Non? OK. Donc, la configuration spatiale R et S, elle permet de distinguer deux énantiomères, donc, comme on a dit. Donc, d'abord, pour pouvoir déterminer si deux molécules sont énantiomères, il faut absolument que dans les deux molécules, il y ait un carbone asymétrique. C'est-à-dire un carbone chiral. C'est quoi? Bon, ben, donc là, du coup. Il y a 4 atomes différents. Ouais, voilà. 4 atomes différents. Donc là, je vous en ai mis 3 parce qu'en général, il y a toujours le C. Enfin, bref. Mais en vrai, oui, c'est 4. Donc, toujours, si vous voyez qu'il y a un C avec CHO, CHO, CH3 et un H, ben là, direct, vous faites ah non, pas possible, c'est pas une molécule chirale, donc il n'y a même pas de question d'énantiomère ou pas. Énantiomère, c'est vraiment quand le carbone il est asymétrique, et là, c'est un 2 et un H, par exemple. OK? Donc, il y a plusieurs règles à savoir, donc c'est les règles CIP. D'abord, il faut définir la hiérarchie des substituants, donc ça, c'est vraiment l'ordre des atomes à connaître, donc IBR, CL, S, F, O, N, C, H. Il y a plein de phrases qui vous sont données. Moi, la mienne qu'on m'avait dit, c'est l'iguane broute dans la clairière sans feuilles ou niche chaque hibou. Ouais, ça dépend des gens. Moi, je sais que je connaissais celle-là. Ça dépend de le premier qui vous l'apprend. Vous retenez celui-là en général. Donc, on écoute, les gars? Après, il faut placer le substituant 4 derrière. C'est quoi le substituant 4? C'est le dernier. Ouais. Comment tu le détermines? Comment tu sais que c'est lui le 4 et pas? Ok. Mais en gros, il faut regarder, si vous voulez, que ça soit le plus petit substituant. Enfin, si on voit un BR et un CHO, il ne faut pas regarder dans ce sens-là, le plus petit, il y a plus de lettres là, donc c'est faux. Mais dans le sens par rapport à cette hiérarchie-là. Mais faites attention quand vous savez toutes les règles où il y a les atomes fantômes, etc. Donc là, je ne sais pas tout détailler parce que sinon, on ne peut pas. Mais faites vraiment attention au substituant 4 derrière. Si le substituant 4 n'est pas derrière, vous ne pouvez pas déterminer si c'est en R ou en S parce que ça va être faux.
Et ensuite, on regarde dans quel sens tourne le 1, 2, 3. Donc, sans le 4. Le 4, on s'en fout. Si, par exemple, le 4, il est entre le 2 et le 3, c'est pas grave, ça change pas l'ordre. Parce que comme il est derrière, en fait, on le prend pas en compte quand on tourne. Mais vraiment, regardez, une fois que le 4 est derrière, comment on passe en 1, 2, 3. Donc, si on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est R. Si on tourne, enfin, rectus. Si on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, c'est sinistère, donc S. Donc là, je vous en ai donné 3. Je vous donne 5 minutes. Bon, si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, on les corrige ensemble juste après. Essayez de terminer si c'est S ou R. Est-ce que vous avez compris ou pas? R, c'est montre. Moi, je me rappelais qu'il y avait un R. Bon, dans sinistère aussi, mais moi, c'était ma... Ouais. En fait, on a un truc comme ça. Ok. Une fois que tu détermines le H. Là, par exemple, le H, on est d'accord que c'est le substituant en 4. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut que tu regardes par rapport aux molécules. Ça, tu sais le faire ou pas? Oui ou non? Oui, je pense. Bah, ça, en fait, il faut que tu regardes, par exemple, selon la phrase, la IBR, etc., il faut que tu regardes. Là, par exemple, pour moi, le plus grand, c'est lui. Le deuxième, c'est lui. Le troisième, c'est lui. Et le quatrième, c'est lui. Pourquoi? Parce que le O, c'est plus grand que le H. Et par exemple, ce O, c'est plus grand que ça parce que c'est quand même lié là à 2 H et encore un H. Ça, c'est les atomes annexes. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu regardes à quoi ce C est lié aussi. Pas que ça. Parce que si tu regardes que ça, là, tu vois H, H, tu dis ah, c'est bon. O, O, tu dis ah, c'est bon, c'est à peu près pareil, je sais pas, je suis perdu. Donc en fait, il faut que tu regardes ça après, à quoi ça c'est lié. Donc, là, tu vois un H, un autre H, un OH, et là, le C de la molécule. Et donc après, ça te dit, bon, bah, ça, je pense que c'est quand même plus grand que juste un C lié à un OH. Tu vois? Pas forcément, parce que ça dépend de à quoi il est lié. Si d'un coup, là, c'était un C avec un truc plus fort, un N, bah, du coup, c'est ça qui est gagné. Ok? Donc, une fois que tu as ça, il faut que tu regardes que le H soit en arrière. Donc là, imagine qu'il est vraiment en arrière. Et après, tu tournes. Donc si là, c'était 1, 2, 3, bah, donc là, ça fait R ou S. R ou S. R. Parce que c'est le sens de l'aiguille d'une montre. Si c'est dans l'autre sens, S, oui. Donc, si on a C2H5 et CH3. Là, tu parles de ce cas-là? Oui, donc c'est C2 qui gagne. C2H5 qui gagne. Pourquoi et quoi? C2H5. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y a 2 carbones. Exactement. C'est bon ou pas? Est-ce que la première, au moins, c'est bon? Ok, alors on va faire la première. On repart sur du calme. Moi, je vais directement là, et je vais le décaler un peu. Oh putain. Bon les gars, je vais le réécrire parce que ça va me prendre la tête. Okay. Vous voyez tous si j'écris là? Le problème, c'est que eux, je sais pas s'ils voient. Ils verront pas si j'écris là. Moi, je vais écrire là en plein milieu. Oh, les gars. Déjà, première chose à savoir, est-ce que vous savez c'est quoi ça et ça? Et ça, c'est tous les traits là. Ça correspond à quoi? Quand c'est en avant, quand c'est en arrière. Ok, alors ça c'est quoi? Dans le plan. En avant? Dans le plan. Ça c'est dans le plan, un trait normal dans le plan. Celui-là? En avant. Et celui-là? En arrière. Ok. Donc d'abord, première chose à faire, c'est quoi? L'ordre, exactement. Donc là, vous pensez que c'est quoi le premier? Selon la phrase, votre phrase là. Ouais, c'est 2H5.
C'est OH. C'est le COH, le carbone. Non, c'est le Ouais, OH c'est en pas- premier. C'est OH en premier. Après, c'est COH. Pourquoi c'est le O? Parce que le O est pris. Le O est prioritaire face au carbone. Ah oui, c'est vrai. Ok? Mais oui, mais en fait, il faut regarder d'abord le C à quoi il y est directement. Là, en fait, là, le OH, il est lié à ce C-là. Alors que là, le OH, il est lié directement à ce C. Donc ça, c'est les voisins, en fait. C'est les atomes voisins. Là, il faut que tu regardes vraiment le premier. Dans ce cas-là, toujours face à un C, quand il n'y a que des C et un O seul avec un OH, c'est toujours le OH qui prime. À part s'il y a un BR ou un fluor. Ok, ça. Après, C'est un chaud. pourquoi? Parce qu'il y a le O à la fin. Ok. Et après, c'est de 5. C'est de 5. C'est 2 à 5. Après, c'est H3. Pourquoi là? Pourquoi c'est Deux là? Il y en a carbone. deux. C'est Exactement. Donc là, on a déterminé 1, 2, 3, 4. Attention, on ne s'arrête pas là. Maintenant, il faut regarder le quatrième substituant. Le quatrième, c'est CH3. Est-ce qu'il est en arrière du plan? Non. Comment on fait? Il faut le mettre en haut. Il faut le mettre en haut. Donc moi, ce que je faisais au début, pour vraiment pas me tromper, c'est que je la réécrivais en la mettant en haut, en le mettant en haut. C'est-à-dire que maintenant, je vais écrire mon CH3 ici, mon C2H5 ici. Celui-là, il ne bouge pas. Ces deux, ils ne bougent pas. Vous inversez que cela. Mon CHO ici et mon OH ici. Maintenant, on remet l'ordre. Donc lui, c'était le 1. Lui, c'était le 2. Lui, c'était le 3. Et lui, c'était le 4. Donc ça tourne en S. Et là, vous avez terminé, ça tourne en S. Est-ce que vous avez compris ou si vous avez des questions? Parce que ça, c'est hyper important. Si vous comprenez ça maintenant, vous gagnez vraiment beaucoup de temps. Pourquoi on l'a mis en haut? Parce qu'en fait, c'est une technique en fait, qui a été démontrée, qu'on a maintenant, pour pouvoir... parce qu'en fait, lui, il est dans le plan. J'ai fait carnage, là, non? Non, c'est ça, c'est ça. Non, c'est ça. Lui, en fait, il est dans le plan. Et lui, il est en avant du plan. Donc, pour le mettre derrière, il faut le remonter en haut pour qu'en fait, tous les autres atomes tournent autour de lui. C'est-à-dire que lui, en fait, il serait derrière, le C là, et les autres atomes ici. Et lui, il serait derrière, en fait. C'est une technique qu'on a démontrée. Donc ça, c'est un truc à retenir. Il n'y a pas d'explication vraiment. C'est comme ça la technique qu'il faut faire. Dans ce cas-là. On est bon ou pas? Ouais. Je ne sais pas s'ils ont vu, eux. La 2, vous l'avez faite. Bon, on va la faire ensemble parce que sinon... Bon, celui-là, on peut le faire directement là. Donc là, pareil. C'est quoi le premier? Ok. BR, toujours. Même si, par exemple, là, s'il y avait un BR, un OH, le OH, c'était qu'il gagne souvent. Oui, il gagne souvent. Mais quand il y a... là, c'est en halogène. Par exemple, les halogènes, ils sont toujours plus hauts. Halogène, c'est fluor, BR, I, tout ça. 1. C'est OH. Pourquoi? Parce qu'il y a le O. Le O. Ok, il y a 2 O. Ça, c'est une fonction quoi, ça? Ok, très bien. Et après, Après, C'est les 2 à 5. 3 et 4. Là, maintenant, c'est le quatrième substitution. Est-ce qu'il faut faire un truc? Non. Qui est sur le côté. Il est déjà en arrière. Comme vous voyez qu'il a les traits pas pleins, là, les petits traits comme ça c'est en arrière. Donc, si vous voyez que le quatrième substitution, il est déjà en arrière, tant mieux pour vous. Vous avez juste à déterminer l'ordre et maintenant, vous faites ça. Et comme je vous ai dit, c'est pas grave que le 4 il soit entre le 2 et le 3. Puisque pour regarder comment on tourne, on regarde vraiment le 1, le 2, le 3. Le 4, on s'en fout parce qu'en fait, il est en arrière. Donc, dans la vraie vie, on ne le voit pas quand il tourne. Si on met notre œil comme ça, qu'il y a le C ici, le 4, le H, il est derrière, et les 3 autres, ils sont là. Donc, on ne le voit pas, on ne prend pas en compte. OK? Donc, c'est S. Et lui, vous avez vu ou pas? Enfin, ça va, vous voyez, je peux le faire là direct. C'est quoi le premier? BR. Le 2. C'est HO. C'est HO. Pourquoi? Non, c'est Parce que là, c'est CH. Ouais, mais moi, je dis que c'est lui. Ah ouais? Parce qu'en fait, quand vous ne savez pas, vous développez ça. C, OH. Et après, le C qui est lié à tout le complexe. Moi, quand c'était tout le complexe, je faisais ça pour le retenir. Et là, c'est H2, enfin, du coup, H, OH,
et tout le complexe. Donc, OK, même si le H2, il est là, parce que c'est une nomenclature, quand vous le voyez ici en forme de Lewis, ben vous voyez bien que quand même, ce C, il est lié à plus de choses, donc en gros, il est plus important que ce C-là qui est lié que au H. Donc faites attention, moi aussi au début, ça... Mais faites attention, dans ce cas-là, c'est bien lui le 2 et lui le 3. OK? Vous avez compris ça? Oui, oui. Les gars, il n'y a pas tout le monde qui écoute, c'est bête. C'est bon? Donc lui, c'était le 1, l'autre le 2, l'autre le 3, et l'autre le 4. Donc lui, il est en arrière, hein. Lui, c'est des petites barres. Maintenant, le 4, est-ce qu'il faut le changer de place ou pas? Ah oui, oui. On est à la place du 3. Non, mais il est déjà en arrière. Non, il est dans le Ça c'est dans le plan. Ça, c'est en avant du plan, et ça, c'est en arrière. Donc là, vous le voyez qu'il est en avant, donc il faut le changer de place. Par contre, avec lequel? Avec BR, pas avec lui. Parce qu'en fait, il ne faut pas prendre celui du haut. Il faut que tu prennes celui en gros d'en face, lui. Ah, ok. OK? Donc là, en la réécrivant en normal, parce que moi, je n'ai pas rechangé comme ça. Moi, je faisais ça. Je mettais mon CH3 là, mon CHO. Je fais de la merde. On va rester comme ça. CHO, BR, CH3, OK, et CH2OH. Donc on remet l'ordre. 1, 2, 3. Et ça tourne en S. Les 3, c'était des S. Vous avez compris ça ou pas? Attention, ne faites pas gaffe. T'as pas compris? Non, Ne faites attention à ne pas échanger avec juste celui du haut, parce qu'on vous dit celui du haut, mais ça dépend où il est le 4. Si le 4 il est là, vous l'échangez avec lui. Enfin, moi, c'est ce que je fais, ça a toujours marché. OK? T'as pas compris? En fait, à chaque fois, le 4, on doit toujours changer de sens. Bah non, par exemple, là, je n'ai pas changé de sens parce qu'il était directement derrière. Si le 4, il n'est pas derrière, à ce moment-là, oui, toujours. Ah, d'accord. OK? C'est bon, c'est clair. C'est clair pour tout le monde, c'est important? Ouais, non. OK. Donc ça, on était bon. Donc là, il y avait les 3 réponses. Maintenant, on passe aux alcanes, alcènes, alcynes. Bon, je ne vous ai pas tout détaillé. Donc là, alcène, à savoir hydrocarbures insaturés de formule CnH2n. Je vous ai mis la base, à savoir CnH2n. Toujours une double liaison. Double liaison, c'est entre les deux C. Vous voyez qu'il y a 2 traits double liaison. Si vous en avez 3, triple liaison. Pas compliqué. Et ça, on va le voir après. Alcyne, c'est aussi des hydrocarbures insaturés de formule CnH2n-2. Pourquoi -2? Parce qu'en fait, les C, là, ils font 3 liaisons. Donc, en gros, ils en perdent une avec le H. Alors que dans les alcènes, il y avait 2 liaisons en plus. Mais comme en gros, ces 2 liaisons, c'est comme si elles venaient là, elles faisaient qu'une, donc vous perdez les 2 H. C'est comme l'alcène avec -2. Et ça, on verra après. Tac. La molécule 1 est plane. Comment on fait pour déterminer? On voit rien. Si une molécule, elle est plane ou pas? Personne ne sait? Un alcène, en général, quand il est lié à la même chose, quand il est lié à un H comme ça, un alcène simple, il est plane. En fait, une double liaison, c'est une liaison plane. Si on regarde que la double liaison. Là, comme il n'y a rien autour, enfin, dans le composant, par exemple, il n'y a pas de molécule autour, il n'y a que des atomes. Donc, la molécule 1 est bien plane. La molécule 2, est-ce qu'elle est plane? Pourquoi? Parce que du coup, là, il faut prendre en compte toute la molécule et pas que ça. Donc ça, vous direz oui, cette double liaison, oui, elle est plane. Mais par contre, ça et ça, non, c'est pas plein. Enfin, c'est pas dans le plan. Parce que CH3, vous le faites comme ça, quoi. Vous mettez ces 3 H et après, là, tout le reste. Donc ça et ça, c'est pas dans le plan. Un CH3, c'est tétraédrique. Là, pareil, CH3 aussi. Et CH2, bah, ça aussi, enfin, là, je ne sais pas comment c'est configuré en formule 3D, mais vous voyez bien qu'il n'y a pas que ça à prendre en compte. Quand il y a des molécules autour, c'est pas plane. La molécule n'est pas plane. Ça, c'est bon?
Ensuite, la molécule, oui ou pas? La molécule 2 est de configuration Z. Et E, après, c'est quoi la différence entre une configuration Z et E? Ouais. Alors Z, c'est du même côté ou pas? Oui. Z, c'est du même côté et E, c'est pas du même côté. Mais attention, même côté, moi, je sais pas. On regarde ces deux-là comme ça ou comme ça? Voilà. On regarde par rapport à la double liaison, en fait. Sur deux. Ok? Mais vous ne le faites pas ça en terminale ou en première? Non. Bon, ok. Donc, du coup, il faut regarder par rapport à ça. Attendez, je vous l'ai écrit. Voilà. Il faut d'abord regarder que chaque carbone soit substitué, donc soit lié à deux groupements ou atomes différents. Ou sinon, ça ne marche pas. Ah, mais là, on ne voit pas. Bon, là, c'est un H et là, c'est un CH. Donc, si les groupements prioritaires sont du même côté, qu'est-ce qu'un groupement prioritaire? En gros, le plus gros. Bah, pareil un peu que tout à l'heure avec la phrase. Donc là, un groupement prioritaire, vous voyez bien que CH3, c'est plus gros, entre guillemets, qu'un H. Donc là, les deux groupements prioritaires, donc en fait, il faut déterminer le groupement prioritaire de chaque C. Donc pour celui-là, c'est CH3. Pour celui-là, c'est CH3. Donc, comme les deux groupements prioritaires sont du même côté, c'est Z. Moi, ce que je pensais, en fait, c'était que c'était l'inverse des lettres. Quand je vois ça, Z, normalement, c'est pas du même côté, mais du coup, je me disais que c'est du même côté. Enfin, après, il faut se trouver des logiques. Et là, E, normalement, on est censé dire que c'est du même côté de la liaison. Bah, en fait, non, c'est du côté inverse. Moi, c'est ce que je retenais. Et à un moment de panique où on peut oublier, bah, du coup, si vous avez des petits moyens mémotechniques comme ça, vous êtes sûr de ne pas les oublier. Ah, c'est tout con, hein, mais genre, Z, normalement, si je prends la barre là, du milieu, que je me dis, ouais, c'est une double liaison, c'est censé être les deux barres, elles sont du côté différent. Mais en fait, je me dis, en fait, non, c'est l'inverse. C'est l'inverse de ce que je pense par rapport aux lettres. Et là, comme on est censé dire que les deux barres, elles sont du même côté, en fait, non, c'est du côté inverse. Donc là, les deux groupements prioritaires sont du même côté, c'est Z. Et là, CH3 est là, CH3 est là. Donc, c'est E. Attention, faites attention, c'est vraiment par rapport à cette barre. Et pas comme ça. On est bon sur ça? Donc, du coup, maintenant, on peut reprendre. La molécule 2 est de configuration Z. Quels sont les groupements prioritaires? Ça et ça, très bien. Du coup, ils sont du même côté ou pas? Oui. Donc, du coup, très bien. Et donc ça, c'est faux. Et la E, la molécule 2, est le 23N. Ça, vous le savez le faire ou pas? Déterminer les noms, les 23N. Vous écoutez? Donc là, on compte d'abord le nombre de carbone. 1, 2, 3, 4, 5. Pente, ok, c'est juste. Et ensuite, il faut que la double liaison, elle est le chiffre le plus petit dans ça. Donc, soit on fait 1, 2, 3, 23N, soit on fait 1, 2, 3, 4, 5, donc 1, 2, 22N. Je viens de vous dire qu'il faut qu'il ait le plus petit chiffre. Donc, c'est 23N ou 22N? 22N. Il faut vraiment regarder, parce que c'est bête, on peut se dire oui, c'est bon. Quand on le voit comme ça, qu'on dit ouais, c'est bon, c'est ça. Mais en fait, non, moi, ce que je faisais, c'est que j'essayais de même pas regarder la réponse pour pas que ça m'embrouille, parce que là encore, c'est facile, mais parfois, vraiment, ça part loin. Et je le faisais de moi-même. Je me rappelais, je sais le faire, c'est bon, donc je le faisais de mon côté. Si je voyais que c'était pareil, je disais ok. Si c'était pas pareil, je panique pas, j'étais sûre de moi, je disais non, c'est faux. Parce que sinon, si on se base sur ça, après, ça dépend des techniques. Moi, je sais que je faisais ça. Parce que sinon, c'est trop galère. Donc là, vous voyez bien, il faut que toujours que ce soit une double liaison, une triple liaison avec les alcynes. Le but, c'est que la double ou la triple liaison, elle est le chiffre le plus petit, en gros. Donc, il faut partir de ce côté. Ok? C'est comme quand on dit... Ça, vous avez fait, non? Donc voilà, donc c'est comme quand on dit méthyle, éthyle, les ramifications. Il faut que ça soit le plus petit chiffre. Donc, on est bon. Est-ce que vous avez des questions? Ça, on l'a vu. Ah, là, on arrive sur les réactions. Donc, je pense que vous ne devez pas connaître toutes les réactions, mais je vous ai fait un petit... on n'aura jamais le temps de tout faire, mais bon, c'est pas grave. Je vous ai fait un petit rappel.
Donc en fait, vous connaissez ou pas? Dites-moi la vérité, sinon on commence par le cours et après on fait le QCM. On commence par le cours. Donc ça, dans les alcènes, il y a 2 règles à connaître absolument. Ça tombe tout le temps. Règle de Markovnikov et règle de Karash. En gros, les deux, c'est l'inverse. Donc, là, c'est un mécanisme ionique, à savoir. Parfois, dans la question, le seul problème, c'est qu'il y a écrit radicalaire, ionique, ils inversent. Donc, Markovnikov, c'est ionique et Karash, radicalaire. L'hydrogène se fixe sur le carbone le plus hydrogéné, c'est égal le moins substitué. Là, vous faites putain. Donc là, c'est pas compliqué. Donc là, est-ce qu'à partir de ça, vous arrivez à me dire c'est quoi le carbone le plus hydrogéné? Et ben non, du coup, c'est lui. En dessous parce que C'est lui. En fait, non, mais quand je vous parle de carbone le plus hydrogéné, je vous parle dans la liaison, hein, pas les autres. Il faut toujours partir de la liaison dans l'alcène. Donc entre ces deux, le plus hydrogéné, c'est lui, parce qu'il est lié à 2H directement. Vous ne regardez pas ça. Il est lié à du RAC directement. Et moins substitué, c'est quand le carbone de la double liaison, il est lié à un atome différent du H, parce qu'en fait, ils font vraiment la différence entre les deux. Substitué, c'est tous les autres atomes à part le H. Donc là, quand vous voyez ça, tu dis, bon, bah lui, en fait, il n'est pas substitué, celui-là. Pourquoi? Parce qu'il est lié à 2H. Et là, vous dites, ah, bah lui, il est substitué parce qu'il est lié à un CH3. Donc là, le moins substitué et le plus hydrogéné, c'est lui. Est-ce que vous avez compris? Il faut que vous regardiez les C de la double liaison, à quoi ils sont liés. En fait, en gros, vous regardez le C. Combien il y a de H? Là, il y en a 2. Ah, ben, c'est lui le plus hydrogéné, là, parce que là, il n'y en a qu'un. Donc là, ça veut dire que dans une halogénation ou dans une réaction, quand il va passer en alcane, par exemple avec un BR, eh ben, le BR, il va se fixer au C le plus hydrogéné. Donc, il va se fixer là. Donc, pour reprendre ça, par exemple, le BR, il va se fixer là. Il a toujours CH, donc n'oubliez pas de remettre les mêmes groupements parce que sinon, c'est faux. Bon, après ça, il ne vous demande pas de le faire, mais en fait, il va vous mettre un 1, il va vous dire la molécule 1 et du bromo-alcane, du bromométhyle, je ne sais plus quoi. Donc là, vous vous dites, ok, bah oui, c'est bon, c'est ça. En fait, il faut que vous le dessiniez sur votre schéma ou alors que vous sachiez exactement qu'est-ce que ça donne. Bon, après, au début, vous allez le dessiner. Oui. Tout à l'heure, vous avez dit que c'était. Tutoie-moi. Tu as dit que c'était celui qui était relié à part les H, qui était le plus relié à d'autres molécules. Celui qui est le plus relié, donc c'est celui de droite. Alors, moi, c'est le moins substitué, c'est pas le plus substitué. Non, parce que comme je t'ai dit, quand on parle de substitution, c'est tous les atomes sauf le H. Okay. Donc là, en fait, tu regardes le plus hydrogéné. Il a le plus de H, c'est lui. Donc dans la règle de Markovnikov, l'halogène, il va se fixer avec le H. Et après, bah, vous remettez à... Pourquoi on dit moins et pas plus? Parce que là, c'est le plus hydrogéné, parce qu'il en a 2, et là, il n'y en a qu'un. Ah, okay. D'accord. Et il est moins substitué, parce que lui, il a un substituant, et lui, il n'en a pas. D'accord, ok. Ok? Et là, je remets un H. Donc, ça fait ça, en gros. Après, l'alcane, une fois que vous êtes à la réaction, ça fait ça. Est-ce que c'est bon ou pas? Donc, faites attention. De toute façon, on va le revoir dans Karash. On va voir si vous avez compris. Karash, donc mécanisme radicalaire. L'hydrogène se fixe sur le carbone le moins hydrogéné et donc le plus substitué. Donc, par exemple, on refait un exemple. Là, c'est qui n'a pas trop compris tout à l'heure? Est-ce que tu arrives à déterminer c'est quoi le carbone entre ces deux, toujours par la double liaison? C'est lequel le moins hydrogéné et donc le plus substitué? Celui de droite, exactement. Pourquoi?
Parce qu'il a 2C et un O, alors que l'autre, il a... Ouais, en gros, voilà, il a des groupements, donc il a vraiment des substituants, et il n'a pas de H. Donc en fait, il n'est pas hydrogéné. On ne peut pas dire qu'il est hydrogéné, même s'il y a des H dans les molécules avec lesquelles il est lié, on ne peut pas dire qu'il est hydrogéné. Ce n'est pas la définition qu'il va donner. Il faut regarder pour savoir par rapport à l'hydrogène, quand c'est lié directement au C. Donc dans ce cas-là, lui, c'est le plus substitué, et donc le moins hydrogéné. Et donc dans ce cas-là, quand tu vas avoir alors, une halogénation pareille avec un BR, ça va donner... Le BR, il va être là. Et après, vous remettez pareil. Et la barre qui reste, en fait, je rajoute un H parce que quand la double liaison, elle s'enlève, il y a un mécanisme radicalaire qui fait qu'il y a un H qui vient là. C'est bon ou pas? Donc, faites vraiment bien la différence dans ces deux règles. C'est le plus important. Maintenant, on va faire du CM. Donc, dans cette... on voit rien? Oui, on voit. Ouais, on voit. Le mécanisme est ionique et si la règle de Karash, là, il y a un truc qui doit vous frapper direct. C'est radical. Exactement. Donc là, il faut direct. Même pas besoin de réfléchir comment ça va faire. Le brome, donc le BR, se fixe sur le carbone le plus substitué. En fait, là, le problème, c'est que vous ne connaissez pas la truc de base. Ben, en vrai, oui, c'est vrai. C'est le moins homogène. Non, mais parce que dans le cours, en fait, il y a des différences. Il faut des différences quand ça suit la règle de Karash et la règle de Markovnikov. Ouais, on vous le détermine bien. Mais là, dans ce cas-là, quand c'est lié à un BRH comme ça suit la règle de Karash. Donc, le brome se fixe bien sur le carbone le plus substitué. Donc, il se... Non, je sais rien. Le plus substitué, c'est Markovnikov. Je ne sais plus, les gars, je m'embrouille moi-même. Le plus substitué, c'est Karash. Donc, c'est bien un mécanisme de Karash. Et donc là, le BR, il va se lier sur ce C-là. Si, le plus substitué, oui. Mais du coup, il y a un problème parce qu'on est dans le cas de... On dit que le mécanisme, on dit qu'il est ionique. Non, justement. Il est radicalaire. C'est que le A est faux. Donc ça, c'est pour ça. Le premier truc à voir, c'est ça. Ionique, Karash, tu vois direct que ça ne va pas, c'est faux. Mais ensuite, dans le cours, ils vous expliqueront pourquoi là, dans ce cas-là, c'est Karash. En gros, c'est des données, il n'y a pas un truc à expliquer. Dans cette réaction, c'est Karash. Dans ce truc, c'est Markovnikov. Enfin, c'est des théorèmes, donc voilà. Et donc, le BR, il va se lier au plus substitué, donc ici. Et ce H-là, il se rejoint là. Le mécanisme est radicalaire. Mais voilà, moi je sais. Je suis sûre qu'il y a un problème. Donc oui ou faux? Elle dit c'est Karash. Ouais, je l'ai mis sauce, mais ouais. Le D, c'est pareil. Et la E, est-ce que c'est du 3-bromopropane qui est formé? Donc, vous faites la truc et vous essayez de me dire. Du coup, oui. Là, c'est faux. Parce qu'en fait, ok, donc ça, il y en a 3, etc. Mais il faut regarder auquel il est lié. Il n'est pas lié au 3e. Il est lié au 2e. Et pas au 3e. Donc faites attention à quoi est lié le BR. C'est pas parce que ok, c'est du propane, ok, c'est du BR, donc bromopropane, en vrai, c'est vrai, mais c'est du 2. Ok? Ça, c'est fait. Donc ça, vous connaissez pas, en fait, toutes les réactions. Hein? Bah, ça va être compliqué. Hein. Tout à l'heure, c'était un bon alcane.
Bah, propane, c'est toujours. C'était un alcane, mais c'est du propane parce que ça dépend. Il faut que tu comptes le nombre de C. Ok, on continue. On va essayer de faire ça. Mais attendez, je crois. On va passer aux alcools parce que l'autre a été trop dur. Bon, généralité sur les alcools, fonction hydroxyle, ok, OH. Quand c'est un alcool primaire, il y a 3 sortes d'alcool. Vous écoutez ou pas? On a bientôt fini. Il y a 3 sortes d'alcool, alcool primaire, secondaire, tertiaire. Ça dépend à quoi il est lié. Donc là, par exemple, il faut regarder à quoi est lié le C, auquel est lié le OH. Donc là, dans ce cas-là, le C auquel est lié le OH, il faut regarder à combien de groupements il est lié. Donc là, il est lié à un seul groupement. En groupement, hein, pas les hydrogènes. Les hydrogènes, en gros, on s'en fout. Ça ne fait pas partie des substituants là non plus. Donc, à combien de substituants le C auquel est lié le OH, donc la fonction hydroxyle, est lié. Donc là, il est lié à combien de groupements? 1. Donc alcool primaire, alcool 1 en gros. Là, le C auquel est lié le OH est lié à 2 groupements. Donc alcool secondaire, alcool 2. Et là, le C auquel est lié le OH est lié à 3 groupements, donc alcool tertiaire. Donc ça, c'est la base à connaître parce qu'en fait, en fonction de la nature de l'alcool, les règles vont totalement changer. Ça va plus du tout être pareil. Ça, vous ne connaissez pas du coup. On m'a dit que vous étiez censé maîtriser la chimie orga. Bon, après, je comprends que c'est dur. Bon, du coup, on va faire le cours, en fait. Ça sera plus facile. Donc, à savoir, l'acidité des alcools. Un alcool primaire est plus acide qu'un alcool secondaire, qui est lui-même plus acide qu'un alcool tertiaire. Vous écoutez ou pas? Donc ça, à savoir, puisqu'il vous le pose souvent, alcool 1, supérieur à 2, supérieur à 3. Après, je ne vous fais pas tout le cours des alcools, mais ça, c'est un truc qui tombe hyper souvent, les 2 mécanismes E1 et E2, à connaître par cœur. Là, c'est hyper bien, très concis, donc apprenez-le bien. Donc, je ne vous détaille pas pour l'alcool 2, parce que pour l'alcool 2, c'est un mélange entre un alcool 1 et un alcool 3, mais ça, c'est ce qui tombe le plus souvent. Mécanisme E1, donc d'élimination. 1, c'est pour l'alcool 3, c'est l'inverse. Mécanisme en 2 étapes, donc formation d'un carbocation, c'est hyper important. Carbocation, c'est un carbone avec un petit plus, enfin, vous le verrez. Réaction d'ordre 1. Et régiosélectivité, règle de Zaïtsev. Règle de Zaïtsev, vous ne connaissez pas? Un petit peu. Non. Ok. Et le deuxième, bon, en fait, dans l'alcool, c'est toujours règle de Zaïtsev. Et dans l'alcool 1, donc là, c'est mécanisme E2, mécanisme en une étape, réaction d'ordre 2, et toujours règle de Zaïtsev. Donc ça, apprenez-le par cœur. Bon, une fois que vous aurez fait vraiment, vous aurez appris les formules et les formules, les réactions. Ça sera hyper détaillé. Mais en gros, après, savoir qu'est-ce que c'est une réaction d'ordre 1, qu'est-ce que c'est une réaction d'ordre 2, on ne vous le demande jamais. Mais moi, je ne sais pas. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une réaction d'ordre 1 pour un alcool 1, pour un mécanisme E1 et une réaction d'ordre 2 pour un mécanisme E2. Enfin, apprenez bien ça. OK? Moi, ce que je voulais vous montrer... Moi, je vais vous faire... Maintenant, on peut faire la... Ouais, vous n'arriverez pas. Je vais vous faire que le cours. Ensuite, l'oxydation des alcools, c'est hyper important. Et en fait, selon la nature de l'alcool, ça va se transformer en différentes choses. Sauf que ça tombe hyper souvent. Donc, sachez bien qu'un alcool 1, quand il est oxydé, ça veut dire souvent avec du permanganate de potassium, donc ça, avec de la chaleur, toujours. Quand il est oxydé, ça va donner un aldéhyde. OK? Pourquoi? Parce qu'en gros, là, comme c'est un alcool 1, ce C-là, il est lié qu'à un seul groupement. Donc, en fait, il va pouvoir, ce H, dégager
enfin les H dégagés pour donner du H2O à côté, donc ça, ok, et pouvoir lier un aldéhyde. Un aldéhyde, c'est quoi? C'est quand il y a un double liaison O, mais toujours avec un substituant libre, quoi. Il y a un H, différent d'une cétone, où là, le C, il est lié à 2 R. Ça, vous connaissez normalement, non? Oui. Ouais. Donc, aldéhyde. Et donc là, si par contre, le permanganate de potassium, il est en excès, ben, ça va passer OK par aldéhyde, mais à la fin, ça donnera un acide carbo. Pourquoi? Toujours pareil, parce que le H, il peut dégager. Toujours, ça donnera un H2O. Et ça va faire un acide carbo, donc toujours ce O. Donc, celui-là, c'est le même. Et un autre OH. OK ou pas? Donc, toujours alcool 1, aldéhyde, acide carbo, 6+. Alcool 2, toujours cétone. Pourquoi? Parce que ces deux R, ben, ils sont toujours là. Ce qui fait que ça va donner un H2O qui va sortir. Et il y a un des O, c'est un mécanisme radical hyper compliqué, qui vient ici. Donc, cétone, aldéhyde 2, cétone, aldéhyde 1, alcool 1, aldéhyde. OK? Aldéhyde, cétone et alcool 3. Toujours 3 groupements. Donc, ça va donner en fait un alcène. Comment? Parce qu'en fait, il va avoir formation d'une double liaison entre un des deux, enfin, ce C-là qui est toujours lié au OH. Donc, en fait, l'alcène, il y aura toujours un OH ici. Hein, il ne va pas partir. Mais il y a une double liaison qui se forme là. Et ensuite, ça donne les produits d'oxydation des alcènes, que là, ils ne sont pas détaillés. Mais dans les alcènes, normalement, vous allez avoir tous les produits d'oxydation des alcènes. Donc, ça à connaître hyper souvent parce que souvent, ils vous disent, ils vous donnent un alcool 1, enfin, ils vous donnent un alcool. Déjà, dans votre tête, vous devez déterminer quelle nature d'alcool c'est. Et ensuite, ils vont vous faire une flèche, ils vont vous mettre un point d'interrogation ou un 1. Et ils vont vous dire, la molécule 1 est un aldéhyde. Le problème, c'est qu'il faut que vous sachiez que l'alcool que vous avez représenté, c'est un alcool 1. Et il faut que vous sachiez que l'oxydation d'un alcool 1 donne un aldéhyde. Okay? Parce que parfois, ils vont vous donner cétone, alcool 1, ils vont tout vous mélanger. Et ça, il faut vraiment que ça soit clair dans votre tête parce que ça tombe hyper souvent. OK? Vous voulez faire un QCM ou pas? Oui. Donc, c'est sur ça. En présence de permanganate de potassium. Donc là, on comprend que c'est une oxydation. Dès qu'il y a du permanganate de potassium, c'est une oxydation. Quand il y a du LiOH4, c'est une réduction, toujours. En présence de permanganate de potassium, on obtient une cétone. Donc là, ça, c'est un alcool quoi? Secondaire. Donc un alcool secondaire, quand il s'oxyde, ça donne quoi? Une cétone. Donc c'est vrai. Si là, il y avait aldéhyde, ça serait faux. Le composé 1, donc ça, c'est... Là, il y a le 1. Non, là, il est là. Est un alcool 1. Non, du coup, on l'a déterminé juste avant. Vous voyez que, par exemple, c'est des questions quand même, ça se répète, quoi. Parfois, ça peut être très facile, parce que vous dites, ah, bah, ça va, à chaque fois, ils parlent un peu de la même chose. Parfois, le problème, c'est qu'il faut que vous sachiez exactement ce que c'est ça pour répondre aux questions d'après. Parce que après, les réactions, elles s'enchaînent. Il peut y avoir 2, 3, 4 composés. Et vous dire le 1, si le 1 réagit avec le 3, ça va donner ça. Si le 8 réagit avec le 4. Enfin, après, ça s'embrouille. Là, pour l'instant, c'est simple. Si vous connaissez déjà la base, après, vous pourrez connaître le reste. Avec un acide carbo, on obtient, bon, ça, vous ne connaissez pas. Et un alcool 3, ça non plus, vous ne connaissez pas. Le rendement de l'estérification alcool 3 est d'environ 66%. Donc ça, c'est faux. Il faut connaître vraiment les rendements parce que ça tombe hyper souvent. Un alcool 1, ça donne un rendement de 66%. Ça veut dire rendement dans le sens où si on part d'un alcool 1, l'oxydation, enfin, quand il va avoir une estérification, l'ester qu'on va obtenir, c'est en 66%. Un alcool 2, c'est en 60%. Et un alcool 3, c'est en 5%. Ça tombe souvent. Ça tombe pas souvent, les chiffres, encore moins chez Morga. Mais ça, pour le coup, ça tombe. Donc ça, à connaître. Alcool 1, 66, 2, 60, 3, 5. OK? Les amines. Donc, fonction amine, c'est quand il y a N qui est lié à un C. Le ganami, là, vous écoutez? Dérivé de l'ammoniac. L'ammoniac, attention, faites la différence. Quand ça se termine par un C et par un QE,
ils font des pièges sur ça, malheureusement. Quand ça termine par un C, c'est un NH3. Quand ça termine par un QUE, ça peut être un cas d'ammonium quaternaire. Mais ça, vous le verrez dans les QCM, ils font toujours le piège. Enfin, moi, ils me le faisaient tout le temps. Donc, ammoniac avec un C, c'est le NH3. OK? C'est le plus basique, en fait, parce que le N, il est lié à 3H. Mais ce n'est pas un amine, c'est un dérivé d'amine. Parce que pour qu'il y ait un amine, il faut qu'il y ait un C et un N. Donc, pareil, 3 classes d'amines, primaire, secondaire, tertiaire. Comme pour les alcools, ça dépend de quoi lié et le C qui est lié au N. Donc là, s'il est lié à 1R et 2H, amine 1, etc. Il faut savoir que c'est présent dans de nombreux composés naturels. Bon, bref. Basicité des amines. Donc là, à l'inverse, dans l'alcool, on parle d'acidité. Donc, acidité des alcools 1, 2, 3. Attention, là, c'est pas pareil. Lors de basicité, il tombe hyper souvent, toujours. Lors de basicité des amines, ça fait 2, 1, 3 et l'ammoniac. Il faut le connaître, il faut l'apprendre. Essayez de vous trouver en moyen mnémotechnique. Bon, après, tellement que vous le revoyez que vous allez le connaître. 2, 1, 3 et l'ammoniac. Donc, ça veut dire que le 2 est plus basique que le 1, qui est lui-même plus basique que le 3, qui est encore plus basique que le NH3. Donc, en gros, l'ammoniac, il n'est pas beaucoup basique. OK? Donc, ça, c'est la base à connaître. Bon, ça, vous arriverez pas. Ça, vous connaissez pas? Non? Bon, juste pour vous parler de la règle de Zaïtsev, elle existe chez les alcools et chez les amines. Zaïtsev dit, la règle de Zaïtsev dit que normalement, on obtient, quand il y a une réaction, ça va tendre à obtenir l'alcène le plus substitué. D'accord? Ça veut dire que le but, c'est qu'il y ait le plus de groupements selon la réaction. Alors qu'il y a une exception, c'est dans cette configuration. Ça, c'est un ammonium quaternaire. Bon, vous apprendrez c'est quoi. C'est quand il y a, là, vous voyez qu'il y a un petit plus, c'est-à-dire qu'il y a un déficit d'ion et qu'il va être lié à un OH. Dans ce cas-là, c'est la seule fois où il y a une exception à la règle de Zaïtsev. Et dans ce cas-là, ça va tendre à la formation de l'alcène le moins substitué. Donc, si vous voulez comprendre, c'est que là, on a ça. OK. Ça donne toujours ça. Ça, on vous le donne en général. Donc, ça vous aide. Vous savez qu'en gros, il va rester ça tout seul. On est d'accord que ça... Attends, je vais m'approcher. On est d'accord que ça correspond à ça. Okay, il y a N et il y a 3 CH3. Et en gros, après, là, en fait, c'est un alcène. Donc ça, c'est la réaction avec l'ammonium quaternaire à connaître, elles sont hyper souvent. Ça va donner, là, donc là, on a une forme d'alcane, quoi. Ça va donner un alcène. Le but étant que l'alcène soit le moins substitué possible. Donc, soit on va vous dire que ça va donner un hexène 1, un hexane N, soit un hex 2N. Et en fait, pour qu'il soit le moins substitué possible, il faut que la double liaison, elle soit le plus tôt possible, en gros. Et pour qu'elle soit le plus tôt possible, donc ça veut dire que, en fait, il faut que les carbones de la double liaison soient le moins substitués. Le problème, c'est que si on le met là, donc les deux carbones de la double liaison, c'est ça, c'est-à-dire que lui, il va être substitué avec ça, et que lui, il va être substitué avec ça. Donc, ça fait beaucoup de substituants. Alors que si on met la double liaison ici, donc en hex 1N, lui, OK, il va être substitué, mais lui, au moins, il n'est pas substitué, parce qu'il est lié que les H3. Comme on a dit, les H, on s'en fout, ça fait pas partie des substituants. Donc, comme le but, c'est que ça soit le moins substitué dans l'exception de la règle de Zaïtsev, dans ce cas-là, ce sera un hex 1N. OK? Donc, il faut que vous regardiez, en gros, à quoi va être lié les C de la double liaison. Si on le met là, si on la met là, si on la met là, bon, là, c'est pas logique. Normalement, il faut qu'il y ait toujours celui-là, parce que ça part de celui avec lequel est lié le N. Donc, soit là, et vous regardez. Si là, il y a moins de substituants que là, ça veut dire qu'il faut que ça soit ici. Donc, un hexane N. OK? Pour un appel hexane N, parce que la double liaison, donc hex 1, 2, 3, 4, 5, 6. N, parce que ça veut dire que c'est un alcène. Et 1, parce que la double liaison, elle commence dès le premier carbone. OK ou pas? Donc, c'est bon. Bon, après, ça, c'est plus compliqué. Enfin, vous l'apprendrez après. Cette réaction avec un ammonium quaternaire, ça s'appelle une élimination de Hoffman, etc. Et après, vous voyez, comme je vous ai dit, on part de 1, et après, ils vous disent l'hydratation de 1,
conduit à l'hexane de Zoll. Sauf que le problème, c'est que si vous ne savez pas ce que c'est 1, si vous n'arrivez pas à déterminer ce que c'est 1, bah, du coup, c'est faux. OK? Enfin, du coup, vous ne pouvez pas répondre. C'est bon ou pas? Donc voilà, c'est cette spécificité que je vous ai expliquée. Ça donne l'alcène le moins substitué, exception de la règle Zaitsev. Pour reconnaître un ammonium quaternaire, c'est quand je vous ai dit, il y a un petit plus ici. Et là, ouais, parce qu'en fait, normalement, le N, il est censé faire que 3 liaisons. À savoir, le N fait 3 liaisons au maximum. Sauf que là, il en fait 4. C'est une exception. Donc, il y a un problème Jon. Et en fait, pour équilibrer tout ça, il y a un petit OH qui n'est pas vraiment lié à lui. En gros, il n'est pas collé, mais il est dans son environnement pour pouvoir équilibrer les ions entre le N et le OH. OK? Bon, ça, après, ça part dans les mécanismes radicalaires, mais ça ne tombera pas. Mais c'est pour que vous, ça soit clair dans votre tête. Donc, du coup, là, ça, c'est par rapport aux questions. Ah ouais. Oxydation des alcènes, hyper important. Donc là, on part d'un alcène. Toujours oxydation, comme je vous ai dit, KMNO4, donc permanganate de potassium. Et bon, après, c'est une 6 addition. Ça va donner avec un double fonctio-alcool. Donc, on parle de diol. Une oxydation douce d'un alcène, ça va donner un diol. Voilà. Après, aldéhyde et cétone, à savoir, c'est toujours le même groupement, donc groupement carbonyle, c'est-à-dire une double liaison O, mais ça dépend. Le C, s'il est lié à 2 R, c'est une cétone, enfin 2 groupements, c'est une cétone. Et s'il est lié à un seul R, c'est un aldéhyde. Ça veut dire qu'en gros, c'est libre ici, quoi. Donc, ça veut dire qu'il est toujours un aldéhyde. Ça veut dire que le O, il est toujours un bout de chaîne. Si vous voyez une double liaison O en milieu de chaîne, bah, vous comprenez direct que c'est une cétone. Il faut qu'il y ait toujours un H libre. OK. Ça, à savoir aussi, hyper important. Mais bon, là, je ne sais pas si ça vous parle un peu ou pas. L'équilibre cétoénolique. Donc, parfois, une cétone, selon la mobilité du H du carbone, ça peut devenir une énol. Et après, il y a un équilibre entre les deux. Mais bon, ça, je ne vais pas vous voir les tests. C'est compliqué. Quelle heure il est, en fait? Ouais, je pense que je vais vous laisser 15 minutes. Attendez, je crois qu'on a bientôt fini. Juste que je vous parle... Et donc, du coup, ah oui, voilà. Tout à l'heure, je vous ai dit que l'oxydation des alcools, ça donnait un aldéhyde. Dans un alcool 1, ça donnait un aldéhyde. Ben, du coup, la réduction, oxydation et réduction, c'est les deux inverses. Donc, si l'oxydation d'un alcool 1 donne un aldéhyde, alors la réduction d'un aldéhyde donne un alcool 1. C'est facile. Et pareil pour le deuxième. L'oxydation d'un alcool 2 donne une cétone. Donc, la réduction d'une cétone donne un alcool 2. Et comme je vous ai dit, dès que vous voyez ALLIH4, c'est toujours une réduction. Quand vous voyez KMNO4, c'est toujours une oxydation. OK. Ça, bon, vous le verrez plus tard, mais c'est hyper important. La réduction en alcane d'une cétone, ça dépend du milieu, s'il est acide ou basique. S'il est acide, donc en fait, il faut que vous connaissiez ça, il faut que vous reconnaissiez ça. HCl, c'est de l'acide chlorhydrique, c'est hyper acide. Dites-vous que c'est ce qu'on a dans l'estomac, c'est hyper acide, donc vous reconnaissez direct. Vous savez que c'est le milieu acide. Milieu acide, Clemensen, c'est deux réactions différentes. Ça va donner le même composé, donc à savoir entre Clemensen et Wolff-Kirchner, ça va donner le même composé, c'est-à-dire un alcane, sauf que c'est le produit qui change, le réactif qui change, et c'est ça qui va faire la différence. Alors qu'on parle du même réactif là, du même produit là, sauf que c'est juste le milieu qui va changer. Si c'est acide, c'est Clemensen. Si c'est basique, c'est Wolff-Kirchner. À connaître, hyper important. C'est quoi pour regarder pour basique, c'est NH2, NH2. Bah, du coup, c'est le reste. C'est soit ça, soit ça. Il y a toujours c'est toujours chaud aussi. Donc HCl, c'est hyper acide. Vous savez que c'est Clemensen. Et Wolff-Kirchner, c'est basique. Moi, je voyais le C, je me disais C acide, Clemensen. Il y a 3 C. Clemensen acide, dans l'acide, il y a le C. Et dans le HCl, il y a le C. Donc, dès que vous voyez ça, c'est que c'est acide. Et le reste, quand il y a tout le reste, c'est basique. Voilà. Du coup, peut-être qu'on peut faire ça là, elle est facile. Bon, non, je vais vous montrer juste les petits cerveaux ici.
Après, si vous arrivez, quand vous revoyez le reste en juin, etc., quand vous allez connaître normalement toutes les réactions, essayez de faire toutes ces QCM parce que je vous ai mis ceux qui tombent le plus souvent. Donc, si vous connaissez cela, franchement, c'est déjà bien. Et là, c'est acide carbo. Bon, acide carbo, vous savez qu'il y a un groupement carboxyle, COH, une double liaison O et un OH. Ils sont très répandus dans la nature. Et donc, du coup, ils sont toujours en bout de chaîne et ils sont toujours prioritaires. C'est le plus gros. À savoir que les acides carboxyliques sont plus acides que les alcools parce qu'en gros, il y a un OH, donc comme dans les alcools, mais il y a aussi une double liaison O qui est acide. Donc, acide carbo, toujours plus acide que les alcools. À savoir, oui. On nous demande le PK de le connaître Non. ou... Non, là, c'était juste pour vous montrer que selon l'acide, qu'est-ce qui était plus fort, etc. Mais à savoir, c'est cette phrase-là. Merci. Donc, à savoir que n'oubliez pas, alcool 1, l'acidité, enfin, dans les alcools, l'acidité, c'est 1, 2, 3, mais qu'un acide carbo, il est quand même plus acide qu'un acide 1, qu'un alcool 1, même si l'alcool 1, c'est le plus acide des alcools. Vous m'avez suivi? L'alcool 1, c'est le plus acide des alcools, mais il est quand même moins acide qu'un acide carbo. C'est bon? Et les dérivés, bon, il y a une tonne de dérivés, les amides, les esters, etc. Ce qu'il faut connaître, qu'on néglige hyper souvent, et ça tombe parfois dans des QCM, c'est rare, mais ça tombe. Donc, il y a 4 sortes de dérivés, chlorure d'acide, anhydride d'acide, ester amide. J'espère que ça vous parle un peu si vous avez fait tous les cours. Apprenez ça. Qu'est-ce qui est le plus électrophile et qu'est-ce qui est plus réactif que l'autre. Donc, vous apprenez cette prise. Voilà, parce que parfois, ils vous disent le réactif, enfin, il va avoir une réaction, ça va vous donner 1, ils vont dire 1 est plus électrophile qu'un anhydride d'acide. Ça, qu'il faut que vous sachiez qu'est-ce que c'est 1, si c'est un amide ou si c'est un chlorure d'acide. Si c'est un chlorure d'acide, ok. Si c'est un amide, du coup, c'est faux. Et ça, vraiment, parfois, parfois, c'est très facile et parfois, ça part plus loin, où il faut vraiment que vous fassiez les liens. Parce que le pire, c'est quand ils font les liens entre toutes les familles et qu'ils vous font une réaction hyper longue. Donc, il faut que dans votre tête, ce soit carré. C'est pour ça qu'on dit de revoir tous les jours la chimie orga. Il n'y a pas un jour où vous ne faites pas de chimie orga. Au début, c'est une demi-heure. Après, ça va plus vite. Mais tout le temps de la chimie orga. Ça, c'est trop compliqué. Et je crois que c'est fini. Ouais, substitution nucléophile aussi, mais ça, c'est trop compliqué maintenant. Mais selon à quoi est lié le laisser, ça change le produit. Ouais, ça, c'est trop compliqué. Enfin, ça sert à rien de vous expliquer ça maintenant. Et voilà. C'est fini. Vous avez des questions ou pas? Non. On est pas menteux, non? Quoi? On est pas menteux. Non, mais non. En vrai, c'est tout à votre honneur de faire ça. Moi, en terminale, je n'avais pas à travailler. Donc, la passe. Non, mais non, mais c'est déjà bien que vous fassiez ça. Et après, c'est que du plus. Donc, vraiment, faites-en bon usage, quoi. C'est bête que vous vous donniez maintenant et qu'après, ce soit du temps perdu pour après, parce que la passe, c'est compliqué. Sinon, vous avez des questions sur ça ou questions en général sur n'importe quoi par rapport à la passe? Ouais. Vous voyez les réactions, Toi, moi. Enfin, du coup, tu vois les 90-100 réactions. Ouais. C'est plus sur quel groupe familier? C'est tout, genre PK, genre. Ils mélangent tout. Soit parfois ils mélangent plusieurs familles dans la même réaction, comme je t'ai dit. Soit parfois c'est plus. Il y a de tout. Tu peux pas dire cette année, je pense que ça va tomber ça ou ça. Il faut que tu connaisses toutes les réactions. Les réactions qui ont des noms propres, elles tombent souvent. Wolf-Kirchner, Clemmenson, Hoffman et tout. J'ai une question. Est-ce que tu penses qu'on peut apprendre les réactions par cœur ou pas? Oui, les comprendre et essayer de les utiliser. Par cœur, connaître toutes les réactions, c'est compliqué. Mais c'est vrai que normalement, moi au début, j'essayais de retrouver le mécanisme radicalaire. Le mécanisme, comment ça fonctionnait. Donc, pour les faciles, il n'y a pas de problème. Mais parfois, tu ne comprends même pas la logique du truc. Si tu perds du temps à comprendre pourquoi ce H, il va là et il ne va pas ici, il ne part pas, il est où,
C'est trop compliqué. Donc parfois, c'est vrai que c'est plus simple d'apprendre directement. Tu sais que ça va donner ça, ça va donner ça. Mais après, le hyper important en chimie orga, c'est les QCM. En s'entraînant, tu retiens grave. En s'entraînant, tu retiens grave. Et tous les jours, de la chimie orga. Et après, ça dépend. Il y en a qui adorent, il y en a qui aiment moins. Donc, il faut vraiment faire attention parce qu'il y a quand même pas mal de questions entre la chimie orga. Bon, stéréochimie et fémisomère, normalement, on a des points. Si on bosse bien, on a les points, c'est pas compliqué, c'est toujours pareil. Mais chimie orga, parfois, c'est plus compliqué. Et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment bien la bosser. Et ça fait grave la diff au concours parce qu'il y en a qui comprennent vraiment rien et du coup, ils laissent tomber. C'est combien entre guillemets de points? Parce qu'il y a 40 questions en U1. Ouais, je crois qu'il y en a 8, 9. 8 ou 9 de chimie orga? Entre chimie orga et stéréochimie, je crois. Même stéréochimie, genre ça comprend des liaisons mésomères et tout. Ouais, je crois. Hein. Je ne veux plus dire de bêtises. Mais c'est beaucoup. Hein. Parce qu'il y a beaucoup de cours. C'est des longues questions. Oui, je sais. Bah, c'est comme je t'ai montré. Il y a 8 questions comme ça. Ouais. Et on doit. Non, entre ça et des stéréochimies et tout. Ouais, mais on doit. Ouais, c'est chaud. Hein. Enfin, 1 heure, ça passe vite. Hein. Donc, Tu dois être très concentré en 8 questions. Ah ouais, tu n'as pas le temps de réfléchir à autre chose. Tu es dedans, quoi. C'est pour ça que si on les revoit beaucoup, vous n'avez même plus besoin de réfléchir à qu'est-ce que ça donne. Je connais direct la réponse. Et si tu fais les annales, moi je me rappelle, je connaissais toutes les annales. Du coup, il y a des trucs vraiment, c'était les mêmes. Du coup, même plus je réfléchissais, je fais ça, ok, ça, ok, ça, ok, ça c'est faux, non, non. Et je pouvais passer 30 secondes sur un QCM et passer direct quand on connaît bien. Quand on ne connaît pas, bah, tu es là, tu te dis, bon, vas-y, je vais mettre au hasard. Parce que quand on ne connaît pas, tu ne peux pas inventer qu'est-ce qui donne quoi. Donc, c'est pour ça que vraiment, il faut bien bosser la chimie orga, quoi. Et si vous pouvez connaître la chimie orga avant de rentrer en passe, ça serait déjà vraiment énorme. Et pour les annales, ils avaient une application Non, normalement, la prépa, ils fournissent. Ouais. Ça, sinon, tu as le TAM, genre. Ouais, il y a le TAM aussi. Le TAM, c'est le tutorat associatif marseillais. C'est lié directement à la fac. C'est une prépa de la fac, quoi. Et voilà. Mais leurs corrections, des fois, elles sont un peu fausses, un peu... Ouais, ça dépend. Ça dépend des fois. Moi, je me fiais pas trop à ça. Okay. Mais après, ça dépend des gens. Il y en a qui adorent et qui ont très bien réussi avec que le TAM. Hein, donc, comme j'avais autre chose, c'est vrai que c'était pas nécessaire. Mais c'est très bien pour autant. Tu avais fait Easy Passes ou pas? J'avais Medibox et Easy Passes. Et pas ma prépa quotidienne. Non. Medibox pour les cours. Bon, ça vous verrez après. Hein. Le Medibox, c'est une prépa en ligne qui vous donne des cours. Moi, j'adorais, je bossais que sur ça. Il y en a qui n'aiment pas la mise en page et tout. Moi, je faisais que ça. Et Easy Passes, ça permet d'avoir beaucoup de QCM et d'annales en plus de la prépa et tout. Bon, bah, les annales, c'est les mêmes, mais beaucoup de QCM, etc., qui sortent tous les jours. Et on en fait des tonnes, quoi. Après, tu connais tout le truc du Easy Passes. Et ouais, c'est les deux les plus connus. Mais normalement, Dan, il vous met à jour les cours de Medibox. Il vous les envoie chaque jour. Dès qu'il sort, il vous les envoie. Plus de questions? Non? Bah, c'est bon alors. Merci. De rien. Salut à tous sur le Zoom.